Au départ, j'étais prêt à arrêter tout. Pour moi qui étais active et sportive, c'est de la révolte, c'est pas possible. Mais pour moi, en fait, ça devenait vital de plus le prendre. Dans les pathologies telles que les cancers, notre vie est engagée. Ma vie a basculé en 2 secondes. Comment je peux imaginer que j'avais un cancer ? Si ce n'était pas aussi grave, est-ce que on prendrait nos traitements tous les jours ? Pas forcément. Ce comportement de non-observance peut paraître irrationnel. Mais à qui appartient ma vie ? À qui appartient ma vie ? Moi, je l'entends tout le temps. Je défie quiconque de prendre un traitement tous les jours pendant des années et des années. Parler de bonne ou de mauvaise observance, pour moi, c'est un non-sens. Observance est un terme à la fois religieux et militaire. La question m'a été posée tout à l'heure, qu'est-ce que ça a changé en tant que médecin ? Je crois que d'abord la question c'est qu'est-ce que ça a changé du point de vue du malade ? Chaque année, en France, près de 400 000 personnes sont diagnostiquées d'un cancer. Aujourd'hui, près d'un malade sur 3 peut être soigné par de nouvelles thérapies ciblées, administrées sous forme de comprimés, à prendre régulièrement à la maison. Ces nouvelles molécules permettent, entre autres, de ralentir la progression des cellules cancéreuses ou de stimuler le système immunitaire. Elles ont bouleversé les prises en charge. Pour les soignants, pour les patients, c'est une révolution. Pour autant, se retrouver seul au quotidien face à son traitement n'est pas si simple. On s'imagine souvent comme un patient modèle, bien informé, bien observant, qui suivrait scrupuleusement la prescription médicale. Pourtant, la réalité est souvent bien plus nuancée. La révolution médicale annoncée pose de nouvelles questions auxquelles peu de monde avait pensé avant d'y faire face. Aujourd'hui, près de 50 000 personnes en France prennent tous les jours ces nouveaux traitements. Mina Daban vit à Marseille. Mariée, mère de 2 enfants, elle est atteinte d'une forme rare de leucémie. Elle a pu bénéficier d'une de ces nouvelles molécules à prendre chez elle. Il y a un peu plus de 13 ans aujourd'hui, on m'annonce que j'ai une forme rare de leucémie. On m'annonce 6 mois d'espérance de vie. Je venais de me marier le 1er août et le 26 août, j'apprenais que je ne passerais pas Noël jour de l'an. Sauf que la recherche avait avancé et lorsque je me dirige vers un centre de référence, on me parle de thérapie révolutionnaire. Vraiment quelque chose d'extraordinaire venait de se passer. C'était l'avènement des thérapies ciblées par voie orale. C'était aussi compliqué de mettre dans la même balance le mot leucémie et le fait de prendre une thérapie, un traitement à prendre par la bouche. Marie-Josée Romero est médecin généraliste. Elle suit Mina depuis des années et elle aussi a dû apprendre. Apporter son soutien et son expertise face à une maladie rare, autrefois mortelle, qui peut désormais se soigner. Les nouvelles thérapies orales pour les patients, ça leur donne une vie familiale qui est nettement améliorée, donc le confort de vie. Déjà, on ne trouve pas leur peau avec des cathéters, avec des perfusions, etc. Voilà, une grosse qualité de vie pour les patients. Et pour nous, ce que ça a changé, c'est que d'abord, on est plus proche du patient, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des thérapies par perfusion, le patient il va à l'hôpital et souvent, c'est pas qu'il nous échappe, mais bon, il est suivi à l'hôpital, On va pas lui demander d'aller à l'hôpital, plus j'ai le médecin généraliste, c'est déjà compliqué. Donc, il se rapproche de nous. Nina, ça vient à toi. Toutes ces années passées à se côtoyer face à la maladie ont resserré les liens et transformé la relation entre le patient et le soignant. Chose incroyable, on va en consultation, et on n'est pas hospitalisé. Dès que je pouvais l'imaginer, ou ma famille pouvait l'imaginer, ou même les personnes de l'extérieur, imaginer une personne dans un lit tout blanc avec des médecins autour,
et une vie qui s'arrête. Là non, on est au milieu de sa famille et on peut voir grandir ses enfants. Mais ça va mieux, non, toi? Oui. T'as remonté un petit peu la pente. Toujours des bonnes choses, D'accord. toujours dans les projets. Ouais, la prise en charge au niveau des activités physiques. Et du coup, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ne prennent pas leur traitement. Parce que toi, tu t'es battue tout le temps pour dire... J'ai été observante dès le début. Maintenant, c'est vrai que je ne savais pas où cela allait me mener. Mais je me disais que si j'avais une seule chance qu'il se passe quelque chose de positif, cela passerait par cela. Par rapport à l'annonce que j'avais eue, c'est vrai que ça a tout changé. Hein. Je veux dire, on m'annonçait que j'allais mourir en 6 mois et là, on repart sur une vie qui... Voilà. Et tu as eu quand même beaucoup de mérite de continuer le traitement sans jamais l'arrêter. Et je me souviens même que tu m'appelais des fois en me disant « j'ai vomi, qu'est-ce que je fais? Exactement. Est-ce que j'en reprends un de médicaments, C'était un dilemme de comprimés ?» incroyable. Donc j'ai essayé de négocier, voir si c'était possible ou pas. Donc tu m'avais conseillé d'appeler l'hématologue, qui en fonction de l'horaire à laquelle j'avais vomi par rapport au traitement, faisait que j'avais à peu près la réponse. Donc, mais enfin, ça paye. Avec tous les efforts que tu as fait pour continuer à prendre ton traitement, est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ont arrêté le traitement? Tu peux comprendre ça? Oui, de tout ce que j'ai entendu, j'en ai entendu pas mal, ça n'a rien à voir avec la confiance qu'on peut avoir dans le traitement et ça n'a rien à voir avec la confiance qu'on peut avoir dans le corps médical. C'est vraiment perso-dépendant et en fonction aussi de ce que les personnes ont comme vécu, comme background auparavant. Les personnes n'ont pas l'idée que ça peut avoir une incidence sur leur propre vie. Mais tu crois qu'ils n'ont pas compris ça quand on leur a dit... parce que on ne prend pas les antibiotiques pendant 10 jours comme ils sont prescrits. Ok, mais ça ne met pas sa vie en danger. Mais ne pas prendre un traitement qui est pour traiter par exemple une leucémie, c'est toute une autre démarche d'esprit. En fait, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus contrasté que ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment une palette de personnalités et il y a autant d'observance ou de non-observance que de personnes qu'on peut rencontrer. Comme dans la vie de tous les jours. Comme dans la vie. Bon, allez, viens, je t'examine un peu. Ça marche. En tous les cas, ce qui est important, c'est quand il y a des révolutions thérapeutiques qui se passent, comme il s'est passé dans les leucémies, là, il faut absolument que les médecins généralistes soient au courant. J'aurai toujours à l'esprit et en souvenir l'annonce au mari d'une patiente en disant que le pronostic de son épouse était mauvais alors qu'il était sorti des thérapeutiques qui pouvaient sauver les patients, mais je n'étais pas au courant. Non, je trouve qu'il serait bien qu'on nous informe, on ait une formation sur toutes ces thérapies, ces nouvelles thérapies et que ce soit même obligatoire pour tous les médecins généralistes. Ces thérapies se développent depuis plus d'une dizaine d'années. Elles représentent aujourd'hui un progrès majeur dans le traitement des cancers. Elles évitent notamment aux patients de rester à l'hôpital pour recevoir un traitement souvent très lourd. Désormais, on peut se soigner avec des comprimés que l'on prend soi-même sans bouleverser le quotidien. Les soignants, eux aussi, ont dû s'adapter à ce nouveau paradigme. Oui, bonjour, monsieur, c'est le docteur Dufaux à l'hôpital de la Timone, oncologue. Je vous ai rencontré il y a à peu près 3 semaines maintenant. Je voulais savoir si vous aviez commencé votre thérapie. Le professeur Florence Dufaux est la chef du service d'oncologie médicale à l'hôpital de la Timone à Marseille. La question m'a été posée tout à l'heure, qu'est-ce que ça a changé en tant que médecin? Je crois que d'abord la question c'est qu'est-ce que ça a changé du point de vue du malade. Je crois que c'est là surtout que c'est intéressant. Ça a complètement révolutionné la prise en charge de certaines maladies pour lesquelles on avait donc peu de traitements efficaces, pas de chimiothérapie qui marchait, il n'y avait que la chirurgie, pas forcément la radiothérapie. Donc il y a des patients atteints de maladies métastatiques qui ont vu leur pronostic complètement changer. Et puis on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de patients qui ont d'autres cancers, d'autres formes métastatiques de leur cancer et qui maintenant peuvent bénéficier de ces nouvelles thérapies qui permettent de prolonger leur vie, et leur survie et leur vie. En essayant, si possible, de respecter leur qualité de vie. Ça, c'est parfois un peu plus difficile.
On peut considérer que ces patients ont effectivement, entre guillemets, des maladies chroniques, comme on peut avoir une hypertension pendant des années, une insuffisance cardiaque pendant des années, un diabète pendant des années. Et c'est vrai que l'avènement de ces thérapies-là fait qu'on a des patients en vie très 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 longtemps et qui vont apprendre à vivre avec leur maladie présente en eux, avec laquelle il va falloir se familiariser, s'adapter, vivre quotidiennement, et cela pendant des années, voire peut-être des dizaines d'années. Si se soigner est devenu plus simple d'un point de vue médical, en réalité, ce n'est pas si facile. Face à une maladie grave, il faut tout réapprendre. Personne n'est vraiment préparé à affronter le cancer. Le plus difficile est peut-être de se retrouver démuni face aux soins, face aux choix à faire. Dans un monde idéal, les décisions médicales doivent être partagées. Le patient doit pouvoir comprendre et choisir ce qui correspond le mieux à ses préférences, à ses valeurs, à ses croyances, avec le médecin. Catherine Tourette-Turgis est enseignante et chercheuse à l'université Pierre et Marie Curie. Elle a longuement travaillé et enquêté sur ces liens à construire entre les patients et leurs soignants pour décider ensemble. Je pense que le patient, c'est important qu'il soit considéré autrement que comme quelqu'un qui serait un simple bénéficiaire de je ne sais quoi. Donc on voit bien aussi qu'il faut rétablir au-delà du droit aux soins les autres droits. Souvent le malade se trouve exclu de ce que j'appelle moi les droits ordinaires, c'est-à-dire le droit au crédit, le droit au maintien dans l'emploi, le droit à la carrière. Donc il me semble que si on active aussi tous ces leviers, peut-être qu'on va aider la personne aussi à prendre ses traitements. Il y a des outils très simples. Par exemple, j'utilise un outil qui est une échelle visuelle. 0, je me sens pas du tout prêt à prendre ce médicament. 10, je me sens complètement prêt, il n'y a pas de problème. Donc je propose aux patients. Le médecin vous a prescrit un premier traitement de fond dans votre cancer. Ce que je vous invite à faire, c'est, on va voir ensemble. 0, je ne suis pas du tout prêt, je ne me sens pas du tout prête. 10, je me sens tout à fait prête. Vous mettriez où? La dame, elle coche le 4. Et à ce moment-là, la méthode consiste à dire comment vous êtes passé de 2 à 4. Et non pas comment passer de 4 à 10 et puis être prêt. Comment vous êtes passé de 2 à 4, c'est déjà reconnaître le travail qu'elle a fait. Comment vous êtes passé de 2 à 4? Eh bien, je me suis un peu renseignée, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mon entourage. Puis petit à petit, il faudra quand même que je me fasse à l'idée qu'il faut que je commence un traitement. Donc, la méthode consiste à valider, valoriser, mettre en valeur tout ce qu'elle a fait déjà. Et après, travailler par petites étapes. Donner la parole au patient. C'est lui qui va prendre les médicaments, c'est son corps, c'est son traitement. C'est donc à lui aussi de se sentir prêt et donc qu'on lui donne du temps pour être prêt à prendre ce premier traitement de fond. C'est rare qu'il y ait une urgence. Il faut mieux passer 1 semaine ou 2 semaines à ce que le patient puisse se préparer avec tout ce qu'il va nous demander pour pouvoir mieux se préparer, que de prescrire un traitement et de dire vous allez le prendre. Donc ça, ce sont des choses simples, ça ne coûte pas très cher, ça coûte des horaires infirmiers ou des horaires on peut imaginer que ce type de consultation puisse être faite dans les associations de patients. Les médicaments sont très chers, onéreux, ça, c'est pas très cher, c'est efficace et on aura un patient qui se sent prêt et qui est d'accord, et donc là on pourra vraiment parler d'une adhésion. La dernière étape lui offre une infime chance de victoire. Son travail dans les cours... Hervé a 55 ans. Il est informaticien. Diagnostiqué d'un cancer il y a 3 ans, il a pu bénéficier d'une de ces thérapies orales. Mais pour lui, lorsque le diagnostic est tombé, prendre son traitement n'avait rien d'une évidence. Je me suis senti relativement seul face à la prise des médicaments. C'est-à-dire que c'était une réflexion avec moi. C'est-à-dire que
c'était même pas en partage avec un compagnon, j'en ai pas, ou une compagne. C'était une réflexion sur moi-même. Donc c'est vrai que c'était pas avec l'oncologue à ce moment-là. Je lui avais fait part simplement de mon envie d'arrêter d'une manière générale, et là il m'avait expliqué l'importance. Mais d'une prise ou pas d'un médicament, c'est pas du tout un sujet qu'on a abordé. Est-ce que je prenais régulièrement mes médicaments? Ce sont pas des sujets avec lesquels on a pu aborder directement. On a abordé le sujet. Peut-être parce que justement je les prenais régulièrement. Au départ, j'étais prêt à arrêter tout. Peut-être je voulais arrêter tout parce que je voyais la toxicité arriver, je voyais le coût que ça coûtait. Est-ce que c'est utile de se faire soigner? Est-ce que c'est utile si je peux vivre comme ça quelques années pleinement? Je me suis dit, peut-être sans contrainte, je me suis dit c'est peut-être intéressant d'y aller comme ça, de vivre sans médicaments, sans rien du tout. Plusieurs fois, j'ai hésité à tout arrêter, en étant honnête, bien sûr. Arrêter le suivi complètement, dire bye bye, je pars vivre en Nouvelle-Zélande, à Ushuaia ou quelque part ailleurs, au bout du monde. Et puis la famille, mes frères et sœurs, mes cousins, qui n'habitent pas sur la région parisienne, mais ils m'ont fait sentir combien j'étais important pour eux. Alors que on se retrouve régulièrement, mais c'est tout, on ne parle pas de ce sujet-là habituellement. Et là, de sentir combien c'était important pour eux, combien ils étaient prêts à venir sur la région parisienne pour m'aider pour plein de choses, etc. Eh bien, moi j'ai ressenti l'importance. Et donc, pour eux, il fallait que je me batte, entre autres. La première chose qu'un patient qui va faire arrêter, un patient va arrêter ses médicaments, c'est en partie quand même ses effets secondaires. D'avouer, par exemple, à son oncologue qu'on ne prend pas ce médicament parce qu'on perd ses cheveux, ça paraît quelque chose de complètement dérisoire par rapport à la maladie. Et pourtant, pour une personne, perdre ses cheveux, c'est quelque chose de très fort. Là, mon essai clinique qui s'arrête, je suis vraiment content de cet essai clinique, parce qu'en fait, qui s'arrête malgré tout, parce qu'il s'arrête dans le cadre officiel, et ça va faire un joli comprimé en moins. Et j'ai déjà, en fait, j'ai ma consultation mercredi avec mon oncologue, et ce que je fais, c'est quelques jours avant, je lui envoie toujours une liste de questions. Un mail, j'ai la chance d'avoir son mail. Donc je lui envoie un mail, je dis pour mercredi, voilà les questions, afin qu'il ne soit pas pris au dépourvu, parce que je n'ai pas envie de mettre mal à l'aise mon professeur. Il ne connaît pas tout. Je lui ai déjà appris des choses. Il dit oui, d'accord. Et là j'ai encore quelque chose à lui apprendre. Et donc automatiquement, je l'informe de mes questions ou de mes remarques juste avant la consultation. On entend souvent « Soyez de bons patients, soyez obéissants, soyez observants, suivez la prescription ». Pourtant, chaque patient a son histoire, avec ses fragilités ou ses forces. Et les professionnels de santé ont encore du mal à intégrer ce vécu dans la relation qui se construit entre celui qui soigne et celui qui se soigne. Ils peuvent être parfois maladroits, parfois démunis. Le docteur Sylla Consolis s'est penché sur ce qui se noue et se dénoue dans ce face-à-face. Il est psychiatre et a longtemps dirigé l'unité de psychologie et de psychiatrie à l'hôpital européen Georges Pompidou. L'attitude des médecins par rapport à la non-observance des patients est assez paradoxale et assez désarmante, si l'on veut, parce que beaucoup de médecins sont absolument conscients de l'importance, de la fréquence du phénomène de non-observance, mais dans leur esprit, c'est quelque chose qui arrive aux autres. C'est les autres médecins qui ont des patients non-observants, c'est pas eux. Ce comportement de non-observance peut paraître irrationnel.
comment, quand on a la chance de pouvoir disposer d'une molécule qui peut sauver votre vie, comment pourrait-on se mettre en danger? Donc il y a quelque chose d'impensable là. Et du coup, la réaction un peu comme ça, réflexe, serait de juger coupable le patient et de le sanctionner, puisque c'est comme ça, eh bien, qu'il crève, en quelque sorte. Il y a une autre façon qui passe par le détour de la réflexion. Comment en arrive-t-on là? Est-ce que la société et la façon dont le patient se voit traité dans certaines conditions ne sont pas responsables du fait que ça tourne mal? C'est-à-dire, si on était capable de se remettre en question et de se dire, ce patient qui a un comportement irrationnel, c'est pas parce qu'il est dingue, ou c'est pas parce qu'il a simplement de la mauvaise volonté, ou qu'il a rien compris, c'est peut-être parce que moi, médecin, ou mes collègues, nous nous y sommes mal pris. Pour moi qui étais active et sportive, c'est de la révolte. Ces traitements de merde, c'est pas possible. Toi, tu as faim, tu veux manger? Tu as faim? Oh là là, il a faim, mon bébé. Hein? Allez. Hein? Tu as faim? Oh là 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 là. Alors, Philou, c'est ma petite, la mascotte. C'est la mascotte Ensemble contre le cancer. Voilà, c'est à lui que je raconte tout. Philou, il sait tout. Il me voit, il voit ma détresse. Je suis là, avec mon cachet, et puis voilà. Ça y est, mon chéri? Oh, regarde maman, regarde mon petit côté beau. Tu sais que tu es ma vedette, toi. Tu es une vedette, hein? Et puis il m'écoute, et puis il est toujours content. C'est ça qui est bien, il me juge pas. Lui, il me juge pas. Hein? Maman, du moment qu'elle est bien. Sarah tenait un salon de coiffure lorsqu'elle a appris qu'elle souffrait d'un cancer digestif il y a une dizaine d'années. Après avoir quitté la région parisienne pour trouver le soleil dans le sud de la France, elle doit aujourd'hui faire face. Je déteste d'ailleurs ce mot. Cancer, cancer, cancer. C'est nouveau, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement dans votre vie. Moi, 5 minutes avant de faire les hémorragies digestives et de tomber dans le coma, vous m'auriez acheté ma santé. J'étais super active, super bien. Le dimanche, j'avais 17 personnes chez moi. J'ai vraiment un cancer ou j'ai pas de cancer. Maintenant, je ressemble vraiment pas à une vraie malade. Les gens me disent que j'ai bonne mine. Je peux encore faire des choses. Alors au début, tu es un petit peu entouré. Tu les prends. Comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, au rendez-vous, tu as quelqu'un qui vient, qui te demande si ça va. Tu as rempli ton petit cahier d'une façon très scolaire. Tout va bien pendant 6 mois. T'es bien, tu as un beau scanner, tout va bien, toi t'es bien, tu conduis ta voiture, enfin tout est formidable. Et puis après, tout d'un coup, vouf, tu es lâché dans la nature. Et puis comme on t'a dit que tout allait bien, quand tu rentres chez toi, tu te dis, après tout, moi je vais bien, moi les boîtes, je les mets de côté, et on verra bien. Mais tu ne sais pas que tu fais de la non-observance là. À ce moment-là, tu ne le sais pas encore. Tu te dis, je les prendrai plus tard. Pour l'instant, ça va, je suis bien, j'ai pas besoin. Genre, je prends un paracétamol, j'ai pas mal à la tête, je le prends pas, tu vois. Donc, moi, je le faisais comme ça. Je disais, bon, je le prends pas, ça va, je suis bien, qu'est-ce que je vais m'enquiquiner avec ça? J'avais quand même vu que j'avais des effets secondaires, hein, des aphtes, des choses désagréables. Mais bon, je me suis dit, bon, tant pis, je le prends pas. C'est au fil du temps, si tu veux, que les choses changent. C'est quand la maladie... Tu vas à ton rendez-vous, je regardais mon cancérologue, il me demandait si ça allait, c'était la niçoise qui arrivait, bien pouponnée et tout, tout va bien, très bien et tout. Il me dit, oh, est-ce que t'es bien et tout. Je dis, ouais, parfait. Et à un moment donné, tu changes physiquement, tu commences à changer, tu commences à être fatigué. Tes examens, ça commence, et là, cancéro, il te regarde droit dans les yeux. Et moi, je perds pas mes moyens. Je le regarde droit dans les yeux comme je te regarde.
Ça va, tu gères Ouais, je gère très très bien. Un petit peu embêtée, j'ai des aftes, j'ai des machins, j'ai des trucs. Bon, j'ai les os qui commencent un peu à faire... voilà. Mais ça va, je gère dans l'ensemble. Ah oui, tu gères vachement bien. Bah oui, je gère bien. Alors maintenant, tu vas passer de l'autre côté du bureau. Ah oui, qu'est-ce que je vais faire de l'autre côté du bureau? Eh ben, tu vas venir voir comment tu as bien géré la situation. Ah ouais, bon, bah d'accord. Alors, il y avait 2 écrans. Un écran avec mon ancien scanner et un écran avec le nouveau scanner. Tu vois celui-là, la dernière fois? On voit pas ça. Et là, t'as vu les métastases? Les trucs que tu vois là, ce sont des métastases. Tu dis, ah oui? Il me dit, oui, c'est parce que tu prends pas le traitement. Et là, effondrement dans ses bras. Je me suis effondrée. Il m'a pas jugé, il m'a rien dit. Mais moi, je suis devenue rouge, parce que je lui ai menti. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui disais oui, je le prends. Et là, lui, il me met devant le fait que non, je ne l'ai pas pris. Et là, force est de constater que la maladie, elle était vraiment là, que c'était vraiment une maladie que j'avais, hein, c'était vraiment un cancer. Moi, je faisais un déni finalement que j'avais pas de cancer. Moi, j'écris toujours sur mon blog: la solitude est la pire ennemie du malade et de la maladie. On est toujours seul. Seul face à soi. Même entouré. Parce que je suis entourée. J'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai des amis. Je suis pas seule. Je veux dire, à côté de personnes qui sont vraiment seules. Mais si, je suis seule dans le protocole que je prends. Ce protocole, il est particulier. Ce cancer, il est particulier. Il n'y a personne qui te comprend. Mais oui, tu vas aller mieux, ça va aller mieux. Mais oui, mais bien sûr, on va bientôt prendre le champagne. Bien sûr que je vais bientôt aller mieux. Ta bonne mine, ah bah bien sûr, avec le temps que j'y ai passé là pour essayer de faire un petit brushing et puis me mettre un peu de blush, j'ai bien sûr que j'ai bonne mine. Le problème de l'observance, et d'ailleurs les termes ont changé et ce n'est pas pour rien, on a plutôt tendance à parler désormais d'adhésion aux soins que d'observance. Pourquoi? Parce que observance est un terme à la fois religieux et militaire. On observe une règle, on observe une prescription, on observe une ordonnance médicale. Le médecin ordonne et le patient se soumet plus ou moins docilement, gentiment, passivement. Voilà. L'adhésion aux soins, c'est quelque chose qui n'est jamais gagné. Et au fond, c'est très important de se dire que le patient non observant, ce n'est pas un mauvais patient, c'est un patient normal. Le patient normal est tenté de ne pas prendre son traitement ou de ne pas le prendre scrupuleusement comme on lui a demandé de le faire. C'est-à-dire l'espace de liberté dont dispose tout patient lui permet de dire oui ou de dire non. Et refuser, c'est une façon d'affirmer aussi sa liberté. Et c'est là tout le problème du consentement, parce qu'un consentement dit éclairé, c'est avoir, dans un premier temps, envisagé la possibilité de dire non. On me propose quelque chose, je réfléchis, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Et toute réflexion faite, je finis par dire oui. Donc c'est un non par rapport à un non. J'aurais pu dire non, mais en définitive, je dis oui. Et c'est très important que le médecin qui est en face de son patient comprenne cette mécanique-là. L'alliance thérapeutique, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'état d'esprit, avant tout. Il y a des choix à faire entre écouter le patient et puis lui dire des choses, l'informer. Et parfois, il faut faire cette espèce de sacrifice, lui donner moins d'informations, oralement. Il y a plein de plaquettes, il y a Internet, il y a des ouvrages de vulgarisation. Ça ne prend pas forcément plus de temps si on part du principe qu'il est essentiel de se mettre un minimum à la place du patient et de comprendre ce qu'il ressent et quelle est sa position précise à l'égard du traitement. La morale et la santé cohabitent souvent très mal. Certains peuvent être tentés de culpabiliser les patients. Les traitements valent très cher.
Ne pas adhérer à son traitement, c'est gaspiller l'argent de la sécurité sociale, c'est coûter cher à la société, c'est irresponsable. Frédéric Mispel-Bloembeyer est sociologue. Il essaie de comprendre ces enjeux de santé publique et les clichés qui les accompagnent. Des voix commençaient à s'élever du côté des autorités médicales pour dire mais ces patients à qui on prescrit des traitements extrêmement chers et qui ne les suivent pas, on pourrait ne plus les rembourser. Et donc à faire planer la menace de non-remboursement, donc la punition de l'inobservance. Ça peut paraître un peu caricatural. Si vous voulez, dans le temps, au début du XXe siècle, on faisait encore des enfants pour la patrie, pour munir les fronts de soldats, etc. Tout se passe par rapport à cette question, comme si aujourd'hui, les patients étaient en quelque sorte les petits travailleurs de la sécurité sociale dont on mesure l'efficience et la non-efficience. C'est que finalement, pourquoi on dit que ça pose un problème? C'est que, en quelque sorte, les patients inobservants ne sont pas assez productifs, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ne se soignent pas assez, ils ne sont pas assez efficients. Mais c'est là qu'on peut se poser un certain nombre de questions, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on culpabilise spécialement les patients? Parce qu'il y a toutes sortes d'autres gens qui pourraient être mis en cause dans cette affaire. Et c'est là qu'on se trouve vraiment dans ce qu'on peut appeler la grande injonction paradoxale, qui se résume par le fait « soyez autonome ». Soyez autonome, c'est-à-dire soyez autonome, donc faites quand même ce qu'on vous demande de faire, mais faites-le tout seul. Pour les médecins, ce qui compte, c'est la maladie à soigner et moins la personne des patients. Alors que pour les patients, si vous voulez, pour beaucoup de patients, quelles que soient les pathologies, ce qui compte d'abord, ce n'est pas forcément les symptômes, les pathologies à soigner, mais c'est la vie que ça empêche de mener. Et donc, le point de vue des patients, il est complètement différent de celui des médecins. Si vous culpabilisez les gens, si vous dites qu'ils font des choses pas bien, comment voulez-vous soigner quelqu'un qui est une personne mauvaise? Et pourquoi se soigne-t-on? On se soigne. Si on ne se soigne pas, comment dire, si on ne s'aime pas un petit peu, on ne se soigne pas. Si on ne pense pas que la vie qu'on mène vaut la peine d'être menée, si on ne pense pas qu'il y a des proches autour de nous qui ont besoin de nous et qu'on aime et qui vous aiment, sans ça, vous ne vous soignez pas. Mais à qui appartient ma vie? À qui appartient ma vie? Elle m'appartient à moi, elle appartient au ministère de la Santé, elle appartient à la médecine. À qui appartient ma vie? Estelle Lecointe-Arzner est conseillère principale d'éducation. Elle a longtemps habité la région parisienne avant de déménager en Bretagne. Comme Sarah, elle est atteinte d'un cancer rare des voies digestives. À 29 ans, sa vie a basculé et ses projets de vie avec. Je suis tombée malade, j'avais 29 ans. J'avais pour projet avec mon conjoint de l'époque en fait, d'avoir un enfant. On m'a très vite expliqué que le traitement devrait être pris à vie. Et on m'a aussi expliqué qu'il ne serait pas possible pour moi d'envisager une maternité puisque le traitement était susceptible de favoriser des malformations. En fait. À partir de là, voilà, j'ai su que je ne pourrais pas être mère avec ce traitement. Mais sur le moment, je l'ai accepté parce que c'était le seul moyen pour moi de rester en vie. Et puis finalement, la relation s'est essoufflée et j'ai pas très bien compris pourquoi, parce que ça a été assez soudain. Justement, on était en train de parler un petit peu d'avenir et puis d'un coup, ça s'est arrêté. Il m'a dit, en fait, j'ai essayé de t'imaginer avec mes enfants et je me suis rendu compte que ce serait pas possible. Et là, ça a été très dur pour moi. Quand il m'a dit cette phrase-là, en fait, j'ai eu une réaction de colère. Immédiatement, en fait, je me suis dit c'est à cause du médicament. Parce que si j'avais été une femme comme tout le monde, si j'avais pu avoir des enfants, etc., il n'aurait pas eu cette réaction de recul vis-à-vis de moi.
Et donc voilà, j'ai continué de prendre le médicament un petit peu comme ça, et puis en fait ça a pris le dessus. Après j'ai essayé de temps en temps de le reprendre, parce que je me disais que ça valait pas le coup de se mettre en danger, etc. Mais vraiment j'y arrivais plus. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'y arrivais pas, parce que je suis quand même intellectuellement, je connaissais tous les enjeux, etc. Et puis c'est vrai que il n'y a rien de plus bête finalement que de sortir un comprimé de sa boîte et de le mettre dans sa bouche. Moi, je voyais pas ça, je considérais pas forcément ça comme une forme de suicide. Au contraire, pour moi, c'était un moyen de revivre. Alors c'est paradoxal, hein, ça paraît un peu tordu comme concept. Mais pour moi, en fait, ça devenait vital de ne plus le prendre. C'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions justement sur les difficultés d'observance, parce que je me suis dit que si moi, la présidente de l'association, rencontrait ces problèmes-là, forcément, il y avait aussi d'autres gens dans ma situation qui n'osaient peut-être pas non plus en parler, parce que personne n'avait encore jamais mis le sujet sur le tapis. C'est pas simplement prendre un cachet. Derrière la prise du cachet, il y a beaucoup de choses. Et pour moi, en fait, c'était prendre ce cachet, ça voulait dire que je renonçais à ma vie de mère, que je renonçais potentiellement à construire une relation amoureuse avec quelqu'un qui aurait envie de construire une famille. Ça pouvait me fermer beaucoup de portes qui étaient, pour moi, beaucoup plus importantes que de rester en vie, en fait. Parce que rester en vie sans avoir de projet de vie, j'en voyais pas l'intérêt. Et donc un jour, j'en ai parlé à ma sœur comme ça dans une discussion. Et donc évidemment, elle n'a pas du tout apprécié. Elle m'a traité d'irresponsable, ça va pas, tu te rends compte, tu vas mourir, et ça va pas se passer comme ça, et je vais envoyer un mail à ton médecin. Et donc moi je pensais pas du tout qu'elle le ferait, mais elle l'a fait. Et donc dans les 2 jours qui ont suivi, j'ai reçu un message de mon médecin qui m'a convoquée à Paris en fait pour une consultation. Donc j'y suis allée un petit peu en rasant les murs, parce que je me suis dit que j'allais me faire engueuler. Et puis finalement quand je suis arrivée, lui aussi m'a fait sa confession. Il m'a dit je le savais. Je le savais depuis un moment, mais j'attendais que tu m'en parles. Je dis comment tu le savais? Il me dit t'avais plus les yeux gonflés et tout ça, et c'était un des effets en fait qui était révélateur de cette thérapie. Donc là, on a eu une vraie discussion, quelque part. C'était peut-être la discussion que j'aurais aimé qu'il entame au début de mes difficultés. J'aurais aimé que quelqu'un voie que j'étais pas bien et que ça pouvait représenter un risque, en fait, pour la thérapie. Et comme personne l'a vu, j'ai continué. Et à ce moment-là, en fait, il m'a posé toutes les questions que j'aurais voulu entendre au moment où j'ai commencé à déraper, en fait, avec le traitement. Comme j'étais en rémission, je lui ai demandé d'arrêter le traitement. Donc ça n'a pas été une décision facile, parce que dans ce type de maladie, à l'époque, ça ne se faisait pas. D'autant que moi, je fais partie d'une population à haut risque de rechute. Et donc à ce moment-là, on a passé un deal. Il m'a dit « Ok, tu arrêtes le traitement à la seule condition que tu t'engages à le reprendre ». Si jamais la maladie réapparaît. Donc j'ai accepté le marché. Et puis voilà. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va même très bien, puisque je me suis mariée il n'y a pas très longtemps. Et puis je pars en voyage, on essaie de construire une vie de famille. J'ai repris la vie comme j'avais toujours voulu la vivre au départ. À l'hôpital de la Timone à Marseille, un suivi particulier des patients a été mis en place depuis 5 ans. Ici, des infirmières, des médecins et des pharmaciens se relaient pour accompagner les malades quand ils le souhaitent à des consultations appelées éducation thérapeutique.
Ces professionnels souhaitent adapter leur dispositif aux patients, et non l'inverse, en les accompagnant dans la compréhension de leur maladie, de la prise des traitements et de leurs possibles effets indésirables. Comme convenu, je vous rappelle pour prendre de vos nouvelles et faire un point après votre consultation avec l'oncologue. Très bien. Donc vous avez eu des bonnes nouvelles, hein? Ça fait du bien moralement? Ouais, ça fait du bien. Bon, très bien. Alors, on se voit lundi alors? L'objectif est de partir des attentes et des besoins des patients pour les aider à poursuivre leur vie comme ils l'entendent, dans les meilleures conditions possibles, en maintenant un cadre moins formel que lors de la consultation avec leur oncologue. Lorsque j'entends parler de bonne ou de mauvaise observance, pour moi c'est un non-sens. Alors quand je dois transmettre, il a un bon niveau d'observance, mais quand j'écris ça, il y a quelque chose qui me dérange. Le langage commun, c'est ça aujourd'hui quand même. C'est tu fais bien, tu fais pas bien, tu es le bon élève, tu es le mauvais élève. Tu es le patient qui va pas appliquer à la lettre ce qu'on t'a indiqué. On est humain, donc je considère qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise observance. Je pense qu'il y a des difficultés à appliquer le traitement à un moment donné. Et ce serait bien qu'on cesse de mettre une étiquette, que ce soit l'adhésion, l'observance. On est face à un être humain, face à une maladie longue, une maladie chronique, souvent, pour la plupart. Et peut-être simplement se dire, voilà, on a nos faiblesses et on doit s'adapter. Donc on est plus dans on va parler de stratégie d'adaptation, mais ça c'est encore un mot. Mais là, on se rapproche plus de l'être humain et ça veut dire prendre en compte les stress de la personne, les stress du moment. Quand je dis les, parce qu'il n'y a jamais qu'un seul stress dans une vie, le fait de venir en consultation, c'est un stress pour certains patients. Le fait d'aller passer les scanners au moment des évaluations, c'est un stress supplémentaire. Dans le parcours de vie d'un patient, il y a moult stress liés à sa maladie, plus ce qu'il a à vivre au quotidien. Bonjour. Je m'appelle Francette et je suis infirmière dans le service. Au lieu de parler d'observance, quelles sont les difficultés ou les ressources? À des moments, on a des patients qui n'ont pas de difficultés. Dans le service, on a mis en place un suivi qui s'appelle de l'éducation thérapeutique, qui est un suivi particulier pour les patients qui ont des traitements comme que vous allez prendre à la maison pour votre maladie. Le médecin m'a expliqué qu'effectivement, il pouvait y avoir des effets secondaires qui allaient survenir. Et du coup, c'est vrai que par rapport à certains des effets qu'on a pu me présenter, il y a une petite appréhension quand même. Et je me dis... Même si je suis ouverte et je considère que l'humain a besoin de temps, il y a une petite voix en moi qui me dit, quand le patient me dit « moi, je veux baisser de dosage », et puis d'ailleurs, j'ai essayé et je me sens mieux comme ça, et je l'ai fait pendant tant de temps. Il y a quelque chose en moi qui s'ébranle. Et donc, et la deuxième attitude, c'était de dire, voilà, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est réalisable? Et à nous aussi d'entendre ça. Donc, nous aussi, on a un travail d'assouplissement de notre vision du soin et de la santé. Ces nouvelles thérapies sont souvent efficaces. Elles n'en restent pas moins compliquées, dans leur protocole, dans leur façon d'agir sur la maladie. Les patients peuvent se mettre en danger. Le plus important pour un patient en difficulté face à son traitement est sûrement de trouver une oreille attentive, formée, qui saura entendre et proposer des solutions. De plus en plus, le pharmacien de ville intègre cette chaîne de soins. À Châlons-en-Champagne, la pharmacie de Jérôme Sicard n'est pas seulement l'endroit où l'on vient chercher ses médicaments, mais c'est aussi un lieu d'échange et de partage. Dans la discussion que l'on a avec les patients et la prise en charge des patients au niveau de la pharmacie, un des aspects très importants va être de pouvoir s'adapter aux patients que nous avons en face et en tout cas à ses attentes, à ses craintes, à ses peurs, toute la particularité, la singularité de la pharmacie d'officine, c'est que le patient peut pousser la porte quand il le souhaite.
Si on se rappelle le parcours de soins du patient, à partir du moment où on annonce au patient qu'il a le cancer, le temps ne lui appartient plus. Il va être pris dans un flux, et cela pendant plusieurs mois. On va lui dire où aller, que faire, qui rencontrer. Et finalement, un des rares professionnels maintenant de santé chez qui le patient peut se rendre, discuter et pousser la porte quand le patient le souhaite, c'est le pharmacien d'officine. Evelyne est une patiente de la pharmacie de Jérôme Sicard. Elle est en rémission d'un cancer du sein. Si aujourd'hui elle va bien, elle est toujours sous thérapie orale pour éviter une rechute. On passe tous par une période de déni, de toute façon. Mon déni à moi, c'était non, c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver, je suis trop jeune. Et puis après, si, réfléchis, ça t'est arrivé, t'es pas la première, tu n'es pas la dernière, et puis c'est tout, il va falloir y aller. Le choix du pharmacien, c'était un peu à hasard, parce que moi j'habite loin de Châlons-en-Champagne, et j'avais un pharmacien de proximité, mais avec lequel je n'avais pas eu un contact facile. Et je pense que comme j'ai été suivie à Reims, de Reims pour rentrer chez moi, je passe par Châlons, je me suis arrêtée à Châlons. Le contact a été super ici parce que je me suis aperçue que ce pharmacien avait de bonnes connaissances de tout ce qui concernait la cancérologie. Et donc c'est rassurant quelque part de venir voir un pharmacien qui est capable de répondre à une question sur un traitement que vous avez et qui a des effets secondaires après, derrière. Et qui est capable éventuellement de vous apporter des aides aussi pour gérer ces effets secondaires. On monte au bureau ? Oui. Il y a deux niveaux de formation. Il y a un niveau de formation qui est un niveau scientifique, pharmaceutique. Ça, c'est notre formation de savoir-faire. Et ensuite, on a, je dirais, le savoir-être. Cette capacité à écouter la personne d'en face, à lui prêter de l'attention, à aller à son rythme, à ne pas être vindicatif. C'est également une volonté, une attente de plus en plus importante des patients. Mais j'ai jamais entendu dire que ce genre de médicament avait un impact sur le... Normalement, non. Non. Donc que ce soit avant, pendant, après. Ouais. Tout ce qui m'interrogeait, je demandais des éléments de réponse. Et à partir du moment où moi j'ai les éléments de réponse, c'est dans mon caractère. Si ça correspond à une nécessité, je vais l'appliquer. Je prends bien mon traitement, j'ai fait très attention, parce que j'avais décidé de ne pas me laisser faire par le cancer. C'est des gens qu'on connaissait, que l'on connaît pendant la maladie, que l'on va connaître après la maladie, majoritairement, heureusement. Et c'est des gens avec qui on va créer un lien. Et ce lien va souvent se renforcer pendant la maladie. Voir que la personne a été en dedans, et puis qu'aujourd'hui a réussi à prendre le dessus, à repartir sur de nouveaux rails, une vie professionnelle qui reprend, ou bien une vie de retraité qui repart avec des objectifs, et ça c'est super. C'est un tout. Il faut une bonne relation avec les oncologues, il faut se sentir relativement bien, si je puis dire, quand on va dans les établissements hospitaliers. Il faut se sentir écouté par le généraliste et il faut aussi se sentir écouté par son pharmacien. Je pense que c'est un tout, c'est pas une personne, c'est un tout. Il faut que tout le monde soit un petit peu dans cet état d'esprit. Enfin moi, c'est ce que j'attendais. Malheureusement, j'ai trouvé le soleil et j'ai trouvé la maladie. Ça, c'est des choses que je ne pouvais pas savoir au départ. C'est un peu difficile. Je préférerais habiter un petit studio et puis pas être malade, si j'avais le choix. Je préférerais rien avoir et être en bonne santé. La santé, c'est la plus belle richesse. Et ça, on ne le sait pas. On ne sait que quand on ne l'a plus. C'est triste.
Le seul moyen que j'ai maintenant pour aider, c'est de surfer un peu de droite et de gauche et puis de transmettre aux malades certaines choses. Peut-être que je vais arriver même à faire quelque chose. Mais moi, j'aurai des tas de projets pour aider les malades. Je veux que les malades qui sont démunis, qui sont seuls, qui sont paumés, qui sont mal orientés, je veux les aider, je veux les informer. Avec toi, dans ton combat, on ne peut que t'admirer, Sarah, pour ta force et ton courage et ta rage de vivre. On se sent impuissant face à ça. Ça m'a amené à rencontrer des gens mais que jamais dans la vie j'aurais pu rencontrer et échanger. Et des gens qui m'écoutent en plus. Je ne sais pas si ça aboutira parce que c'est difficile, mais je vais essayer, j'essaye. Ça me donne déjà un objectif dans ma vie de faire quelque chose. J'ai l'impression que je sers à quelque chose, c'est déjà pas mal. Servir à quelque chose. Tout pendant qu'on utilisera un vocabulaire moyenâgeux comme prise en charge, bénéficiaire, on s'en sortira pas. Parce que qui dit bénéficiaire, il y aurait forcément quelqu'un de généreux qui donnerait et quelqu'un d'autre qui recevrait. Or, c'est pas du tout ça. Le malade y participe à l'organisation du système de soins. Il travaille pour se maintenir en santé et c'est ça qu'il faut valider, valoriser. Je suis pas fière de mon parcours, même si aujourd'hui je m'en suis pas trop mal tirée. Ce que j'aimerais, moi, c'est que les gens qui ont des difficultés avec leur traitement n'aient pas peur d'en parler. Mon histoire, à moi, je voudrais qu'elle serve aussi aux autres, qui se disent « non, moi je peux pas en parler parce que je vais décevoir mon médecin » ou parce que on s'en fout de décevoir les autres. L'essentiel, c'est de sortir de sa propre difficulté. Moi, le jour où je me suis libérée de ça, ça m'a fait quand même un bien fou. Si ça vous arrive, il faut pas en avoir honte, il faut absolument pas essayer de garder ce problème pour soi. L'inobservance thérapeutique, c'est une grande souffrance. Et c'est pour ça que c'est important de la partager au plus vite pour pouvoir en sortir au plus vite. Parce qu'à partir du moment où on commence à en discuter, on commence aussi à trouver des solutions. Trouver des solutions. C'est sûrement une des grandes leçons que tous ces acteurs du soin peuvent nous donner. Entrez, venez. Qu'ils soient patients, soignants, chercheurs, engagés ou militants associatifs, tous, à leur niveau, ils essaient de faire bouger les lignes. Estelle a fondé une association autour de son cancer rare, tellement rare qu'il n'en existait pas. Avec Sarah, Evelyne et d'autres, elle milite activement pour les droits des malades. Mina, elle aussi, a fondé son association et Hervé, quant à lui, en a rejoint une autre. De patients, ils sont devenus acteurs. Tous veulent faire changer le regard sur la maladie.